Mon ex m'a quitté, disant que je n'avais aucune ambition parce que j'avais démissionné de mon travail, même si je payais toutes nos factures avec mes revenus locatifs et mes économies. Puis elle a fait irruption à mon mariage avec ma nouvelle femme, affirmant que je l'avais trompée en cachant mon fonds fiduciaire. Moi, 35H, j'étais fiancé à Léa, 32F. Nous étions ensemble depuis 5 ans et fiancés depuis environ 1 an. Quand nous nous sommes rencontrés, j'avais un emploi stable dans la finance. Je gagnais bien ma vie et Léa débutait comme enseignante. Elle était passionnée par son travail mais parlait toujours de combien elle se sentait sous-payée et sous-estimée. Je voulais la soutenir, alors j'ai commencé à l'aider avec ses factures assez tôt dans notre relation. Je pensais que c'était ce que les partenaires faisaient. Quelques mois plus tard, mon travail est devenu de plus en plus stressant. Je travaillais des heures folles, perdais le sommeil et commençais à avoir des problèmes de santé. Léa m'a encouragé à démissionner si je n'étais pas heureux. Elle a dit, « Ta santé est plus importante qu'un salaire. » J'ai accepté, et après une planification minutieuse, j'ai quitté mon emploi. J'avais des économies, des investissements et des revenus locatifs d'une propriété que mon défunt grand-père m'avait laissée. Financièrement, j'étais dans une bonne situation, et j'ai dit à Léa que je prendrais une pause pour décider ce que je voulais faire ensuite. Elle a semblé me soutenir au début. Pendant cette pause, j'ai géré nos finances. J'ai payé le loyer, les charges, l'épicerie, les vacances, tout. Le salaire de Léa couvrait ses dépenses personnelles, mais je m'occupais de tout le reste. J'ai pris quelques projets en freelance, géré l'entretien et les problèmes des locataires pour la propriété locative, et j'ai même aidé Léa avec la planification des leçons et les fournitures de classe. Elle a plaisanté une fois en disant que j'étais comme son assistant personnel, mais cela ne me dérangeait pas. J'étais heureux d'aider. Après quelques mois, les choses entre Léa et moi ont commencé à se sentir différentes. Au début, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ses commentaires. Elle plaisantait, disant des choses comme « ça doit être agréable de ne pas avoir de stress » quand je lui faisais le petit déjeuner ou aidais à nettoyer. Je pensais qu'elle me taquinait, et cela ne me dérangeait pas. Mais après un certain temps, j'ai remarqué que son ton changeait. Cela a commencé à ressembler moins à une blague et plus à une accusation. Elle a commencé à parler davantage de ses collègues et de la façon dont tout le monde travaillait dur. Elle me parlait des partenaires de ses amis avocats, médecins, ingénieurs et de la façon dont ils étaient occupés et ambitieux. J'ai ignoré cela, pensant qu'elle se défoulait simplement. Je ne me considérais pas moins ambitieux, je ne me précipitais tout simplement pas vers un travail traditionnel de 9h à 17h. Un jour, de nulle part, Léa m'a fait asseoir et a dit que nous devions parler. Je pouvais dire à la façon dont elle regardait que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit qu'elle était incertaine quant à notre avenir. Au début, j'ai pensé qu'elle était juste anxieuse ou qu'elle traversait quelque chose, mais ce qu'elle a dit ensuite m'a frappé comme une tonne de briques. Elle m'a dit qu'elle ne me voyait plus comme un mari potentiel. Je lui ai rappelé que je nous soutenais financièrement depuis des années, que je ne restais pas les bras croisés, et que je gérais activement notre ménage et nos finances. Elle a haussé les épaules et a dit que ce n'était pas la même chose qu'avoir une carrière. Elle m'a accusé de n'avoir aucune ambition et a dit qu'elle ne voulait pas me porter à l'avenir. Me porter? Ça m'a piqué. C'est moi qui nous portais. J'avais toujours pensé que nous étions une équipe, mais maintenant, j'avais l'impression qu'elle tenait le score dans une compétition tordue. Elle a continué en disant qu'elle voulait un partenaire motivé et qui avait un plan. Elle ne pensait pas que j'avais un plan parce que je ne poursuivais plus une carrière très exigeante. Je lui ai dit que mon plan était de vivre une vie équilibrée, de travailler plus intelligemment, pas plus dur, et de construire un avenir où nous n'aurions pas à nous soucier de l'argent ou à nous épuiser. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a terminé la conversation en disant qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui n'avait pas d'avenir et a rompu les fiançailles. Juste comme ça, tout a changé. Je n'y étais pas préparé. J'avais l'impression qu'elle s'en allait, que tout ce que nous avions était terminé en un instant. J'essayais toujours de comprendre tout ce qu'elle avait dit. Mais quand elle a dit cela, ça m'a frappé de plein fouet. J'étais dévasté. Je ne pouvais pas croire que la personne que j'avais soutenue et aimée pendant 5 ans pensait si peu de moi. Je me suis senti trahi. J'avais déjà sacrifié ma santé mentale et physique pour un emploi une fois, et je n'étais pas prêt à le refaire. Je pensais que Léa comprenait cela, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Après presque 1 an, j'ai rencontré ma femme, Chloé, 35F. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et demi, et je l'ai demandé en mariage l'année dernière,
et nous nous sommes mariés il y a environ 4 mois. Chloé est quelqu'un qui a complètement changé ma vision de la vie. Après tout ce qui s'était passé avec Léa, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un qui me comprenne autant que Chloé. Elle est gentille et équilibrée, et elle ne m'a jamais poussé à être quelqu'un que je ne suis pas. C'était naturel dès le moment où nous nous sommes rencontrés. Moins d'1 an après le début de notre relation, je l'ai demandé en mariage et elle a accepté. Alors, voilà ce qui s'est passé. J'étais à mon mariage. Tout était parfait. Tout était exactement comme nous le voulions. Chloé était magnifique, et je ne pouvais pas croire à quel point j'étais chanceux d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi incroyable, gentil et authentique. La cérémonie était magnifique, et nous venions de commencer la réception. Les invités s'amusaient, dansaient, buvaient et discutaient. Chloé et moi prenions des photos avec des amis et la famille quand j'ai remarqué un peu d'agitation près de l'entrée. Au début, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui arrivait en retard, mais ensuite je l'ai vu Léa, mon ex-fiancée. Je n'avais pas vu ou entendu parler de Léa depuis quelques années, pas depuis qu'elle avait rompu nos fiançailles. Alors, elle était là, entrant dans mon mariage. Au début, j'ai pensé que peut-être elle était juste dans le coin et n'avait pas réalisé que c'était moi qui me mariais. Mais non, elle était là pour moi. Léa s'est dirigée droit vers moi, ignorant complètement Chloé et tout le monde. Elle ne semblait ni désolée ni embarrassée, juste très en colère. Sans aucun avertissement, elle a commencé à m'accuser de l'avoir trompée. Elle a dit qu'elle venait de découvrir l'existence de mon fonds fiduciaire. J'étais confus et ne comprenais pas pourquoi elle agissait comme ça. Elle a affirmé que je lui avais menti, cachant mon argent, et que c'était injuste. Je ne pouvais pas croire qu'elle disait tout cela à mon mariage, surtout qu'elle avait mis fin à notre relation sans avertissement ni explication réelle. Cela me semblait mal. Pour le contexte, j'ai hérité d'un fonds fiduciaire de mon grand-père. C'est une somme considérable, et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai été financièrement stable même après avoir quitté mon emploi stressant en entreprise il y a quelques années. J'ai toujours été prudent avec, l'utilisant comme un filet de sécurité pendant que je trouvais ce que je voulais faire dans la vie. Je ne l'ai jamais exhibé ni utilisé comme excuse pour être paresseux. Léa, cependant, ne connaissait pas le fonds fiduciaire quand nous étions ensemble. Non pas que je le cachais, mais parce que cela n'est jamais venu sur le tapis. Elle n'a jamais posé de questions sur mes finances au-delà des bases, et je n'ai jamais ressenti le besoin d'expliquer chaque détail de ma situation financière. Je payais toutes les factures et prenais soin de tout financièrement, donc ce n'était pas comme si j'étais en difficulté. Mais maintenant qu'elle connaissait le fonds fiduciaire, elle était furieuse. Elle a commencé à dire que je lui avais menti et que je l'avais manipulée pour qu'elle me quitte. Elle a affirmé que j'avais intentionnellement caché ma richesse pour la tester ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle a continué en disant qu'elle méritait une seconde chance parce que, selon ses mots, elle n'avait rompu avec moi que sur la base de ce qu'elle croyait être la vérité. Elle a dit que maintenant qu'elle savait que j'avais de l'argent, elle sentait que je lui devais l'opportunité de réparer les choses. C'était comme si un interrupteur s'était déclenché pour elle. Soudain, elle semblait plus intéressée par l'idée de moi à cause de ma situation financière que par autre chose. Elle a même dit que c'était injuste que Chloé m'épouse alors que Léa avait investi tant d'années dans notre relation. Entendre cela m'a fait l'effet d'une gifle. Léa essayait de tout ramener à ce qu'elle pensait mériter. Cela me piquait de l'entendre dire cela, d'autant plus qu'elle avait mis fin à notre relation sans avertissement ni explication réelle à l'époque. J'ai essayé de rester calme, mais c'était difficile. Elle donnait l'impression que je lui devais quelque chose juste parce que nous avions été ensemble dans le passé, et je ne savais pas comment réagir. Cela me semblait faux, presque comme si elle essayait de réécrire notre histoire juste pour obtenir ce qu'elle voulait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était vraiment une question d'amour ou juste de ce qu'elle pensait pouvoir obtenir de moi maintenant qu'elle connaissait mon fonds fiduciaire. L'audace était irréelle. Léa a continué, disant des choses comme je n'étais pas juste et m'accusant délibérément de lui rendre la vie plus difficile en ne lui parlant pas du fonds fiduciaire. Elle a essayé de se faire passer pour la victime, comme si c'était moi qui l'avais lésée. Chloé n'allait pas laisser Léa gâcher notre journée. Elle est intervenue et l'a remise à sa place devant tout le monde. Chloé a dit que c'était impoli et désespéré de se présenter au mariage de quelqu'un sans y être invité, surtout pour exiger une seconde chance. Elle a clairement fait savoir que Léa n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même pour être partie. Chloé lui a dit qu'elle m'avait abandonné quand elle pensait que je n'avais pas d'avenir. Et maintenant qu'elle connaissait la vérité, elle n'avait pas le droit de revenir comme ça.
Elle a conclu en disant que c'était notre journée, et Léa n'avait pas sa place ici. Après que Chloé l'ait remise à sa place, j'ai dit à Léa que je ne lui devais aucune explication sur mon fonds fiduciaire parce que cela n'avait rien à voir avec la raison pour laquelle elle m'avait quitté. Elle a choisi de partir, m'a traité de perdant et a clairement montré qu'elle ne me respectait pas. J'ai dit que si elle avait su pour le fonds fiduciaire à l'époque, cela n'aurait pas changé la façon dont elle m'avait traité, et sa présence maintenant ne faisait que le prouver. Je lui ai dit que j'étais reconnaissant qu'elle ait mis fin aux choses parce que cela m'avait conduit à quelqu'un qui m'aimait et me soutenait vraiment. Finalement, je lui ai demandé de partir, lui disant que je lui souhaitais le meilleur, mais qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Elle ne l'a pas bien pris. Elle est partie en trombe en disant quelque chose sur le fait que je regretterais d'avoir choisi la mauvaise personne. Je l'ai ignoré et je suis retourné faire la fête avec Chloé. Toute cette histoire était absurde. D'un côté, j'étais furieux qu'elle ait tenté de gâcher mon mariage. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir désolé pour elle. Elle avait pris sa décision quand elle m'avait traité de perdant et dit que je n'étais pas assez bien pour elle. Maintenant, elle essayait de revenir parce qu'elle avait réalisé qu'elle s'était trompée, mais c'était trop tard. Une fois que tout s'est calmé, Chloé et moi en avons ri. C'était comme si l'univers me rappelait que j'avais échappé belle. Je ne peux pas imaginer passer ma vie avec quelqu'un qui valorise l'argent plus que l'amour ou qui pense pouvoir simplement revenir dans ma vie après m'avoir rabaissé. Alors, voici ma question. Suis-je un salaud pour ne pas avoir parlé à Léa de mon fonds fiduciaire quand nous étions ensemble? J'ai l'impression que ce n'était pas ses affaires. Mise à jour, Léa n'a pas arrêté de me contacter depuis le mariage. Je pensais qu'après que Chloé l'ait confrontée et que nous l'ayons mise à la porte du mariage, elle comprendrait le message et arrêterait. Mais non, elle a trouvé un moyen de contourner ça. Au lieu de me contacter directement, elle passe par ma famille et mes amis. Chaque fois que je pense que c'est fini, elle trouve un moyen de revenir dans ma vie. C'est particulièrement difficile parce qu'elle était très proche de ma mère quand nous étions ensemble. Elle parlait fréquemment et passait beaucoup de temps ensemble. Ma mère aimait sincèrement Léa, donc la fin de notre relation a été un énorme choc pour elle. Léa ne faisait plus partie de nos vies et ma mère avait l'impression d'avoir perdu une amie proche. Je peux dire qu'il est difficile pour ma mère de simplement ignorer Léa, même si je lui ai clairement fait savoir que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Léa est consciente de cela et elle l'utilise maintenant à son avantage. Elle n'arrête pas d'appeler ma mère, lui rappelant à quel point elles étaient proches. C'est toujours la même chose. Léa dit des choses comme « Nous étions si proches. Tu ne me manques pas ? Et tu devrais m'aider. » Elle essaie d'utiliser le lien qu'elles avaient pour que ma mère l'aide à me contacter. Léa ne semble pas respecter ma décision de passer à autre chose, et elle ne comprend pas que je ne veux plus d'elle dans ma vie. Ma mère est gentille et polie, donc il est difficile pour elle de simplement bloquer quelqu'un comme Léa, mais je peux dire qu'elle essaie. Elle essaie de ne pas prendre les paroles de Léa au sérieux, même si c'est difficile pour elle. J'ai fait de mon mieux pour bloquer Léa par tous les moyens auxquels je pouvais penser. Je l'ai bloquée sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué son numéro, et j'ai clairement fait savoir que je ne voulais plus entendre parler d'elle. Mais d'une manière ou d'une autre, elle trouve toujours des moyens de me contacter. Maintenant, elle passe par mes amis et ma famille. Elle continue de les appeler et de laisser des messages disant qu'elle a quelque chose d'important à me dire, quelque chose qui va changer ma vie, et que je dois le savoir. C'est tellement ennuyeux. Je ne veux rien savoir. Je n'ai pas besoin qu'elle me dise quoi que ce soit. Chaque fois que ma mère me dit que Léa l'appelle à nouveau, cela ne fait que m'irriter davantage. J'ai déjà tourné la page. Je suis avec quelqu'un d'autre maintenant, et je suis heureux. Je ne veux pas être entraîné dans le drame de Léa. Peu importe ce qu'elle pense avoir à dire, cela ne m'importe plus. J'ai l'impression qu'elle essaie de me manipuler pour me faire croire que je dois l'écouter, comme si je le regretterais si je ne le faisais pas. Mais j'en ai fini. J'ai traversé assez avec elle et je ne vais pas revenir au désordre que nous avions. Je suis honnêtement juste fatigué de cela. Les messages de Léa sont toujours les mêmes, tu dois entendre ça ou ça va tout changer pour toi. Mais je m'en fiche. Je ne veux pas d'elle dans ma vie. Je suis heureux maintenant et je n'ai pas besoin de l'écouter. Il est difficile d'expliquer à quel point c'est frustrant quand quelqu'un que vous avez bloqué continue d'essayer de vous joindre par l'intermédiaire d'autres personnes. C'est comme s'il ne respectait pas vos souhaits et cela ressemble juste à une invasion de votre espace. Je ne veux pas avoir l'impression de devoir la bloquer encore et encore. Je veux juste qu'elle arrête. Mise à jour de Chloé a reçu un message d'elle.
Léa a réussi à obtenir le numéro de Chloé et lui a envoyé une photo d'un petit garçon. Le garçon avait environ 2 à 3 ans. Avec la photo, Léa a envoyé un long message. Chloé m'a montré les SMS dès qu'elle les a reçus. Je ne savais pas quoi dire. J'ai figé. Le message m'a pris par surprise et m'a troublé. Elle a dit que le garçon était mon enfant et qu'elle avait découvert qu'elle était enceinte avant que nous ne rompions. Elle a écrit qu'elle ne me l'avait jamais dit parce qu'elle ne croyait pas que je serais capable d'être un père. À l'époque, je n'avais pas de travail régulier et elle a supposé que je ne serais pas en mesure de subvenir aux besoins d'un enfant. Elle a pris la décision d'élever Léo seul sans même me donner la chance de m'impliquer. Maintenant, des années plus tard, Léa dit qu'elle veut que je connaisse Léo parce qu'elle pense que je mérite de faire partie de sa vie. C'est difficile à digérer pour moi. J'ai toujours voulu des enfants, mais je n'ai jamais eu la chance de faire partie de la vie de Léo jusqu'à présent. Je me sens confus et en colère parce que Léa a pris une décision si importante sans me consulter. Je n'ai jamais eu mon mot à dire. Elle a agi comme si je n'étais pas capable d'être un père. Et maintenant, tout d'un coup, elle dit que je mérite de faire partie de sa vie. C'est accablant, et je ne sais pas quoi ressentir. C'est comme si elle essayait de réécrire l'histoire et de me rejeter la faute. J'ai décidé d'appeler Léa tout de suite. J'ai demandé ce que tout cela signifiait. Elle m'a dit que nous devions nous rencontrer en personne. Elle a dit qu'elle voulait amener le garçon avec elle et tout expliquer. Elle n'avait pas l'air en colère ou émotive, juste calme, comme si elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, je suis bloqué. Je ne sais pas quoi ressentir. Une partie de moi pense que Léa essaie de me soutirer de l'argent. Depuis qu'elle a découvert mon fonds fiduciaire, j'ai l'impression qu'elle cherche des moyens de s'immiscer dans ma vie. D'abord, elle s'est présentée à mon mariage. Maintenant, elle affirme que j'ai un fils. Il est difficile de lui faire confiance après tout ce qu'elle a fait. Mais il y a une autre partie de moi qui n'arrête pas de regarder la photo du garçon. Et s'il était vraiment mon enfant? Et si Léa disait la vérité? S'il est mon fils, je ne peux pas l'ignorer. Il n'a pas choisi cette situation et il mérite de connaître son père. Mais comment en être sûr? Et si ce n'était qu'un autre moyen pour Léa de me plonger dans plus de drames? Chloé m'a dit que c'était ma décision et qu'elle me soutiendrait quoi que je choisisse. Cela signifie beaucoup pour moi, mais cela ne rend pas le choix plus facile. Je ne cesse de me torturer l'esprit. Si je rencontre Léa et le garçon, je pourrais tomber dans un piège. Léa pourrait avoir une arrière-pensée. Peut-être qu'elle veut juste de l'argent. Ou peut-être qu'elle essaie de gâcher ma vie maintenant que je suis heureux avec Chloé. D'un autre côté, si je ne les rencontre pas, je pourrais ignorer quelque chose de vraiment important. Si le garçon est mon fils, je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que son père ne se souciait pas de lui. Toute cette situation me semble être un gâchis. Je ne sais pas comment la démêler. Je n'arrête pas de penser au garçon et à ce qui est le mieux pour lui. S'il est mon fils, il mérite de me connaître. Mais s'il ne l'est pas, je ne veux pas me laisser entraîner dans quelque chose d'inutile. Je suis complètement déchiré. D'un côté, j'ai l'impression que je devrais rencontrer Léa et le garçon pour découvrir la vérité. D'un autre côté, je ne fais pas confiance à Léa et je ne veux pas m'ouvrir à plus de manipulation. J'ai besoin de conseils. Devrais-je rencontrer Léa et le garçon pour régler ça? Ou devrais-je me protéger et rester à l'écart de ces jeux? Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Mise à jour 3 après de nombreuses hésitations, j'ai décidé de rencontrer Léa et le garçon. J'ai senti que c'était la bonne chose à faire, mais je ne me sentais pas prêt. Ma seule condition était que Chloé m'accompagne. Je ne pouvais pas faire ça seul, et Chloé était là pour moi tout du long. Quand j'ai dit à Léa que Chloé nous rejoindrait, elle a tout de suite accepté, ce qui m'a surpris. Nous nous sommes rencontrés dans un parc près de chez Léa. Quand j'ai vu le garçon pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague d'émotion. Je ne m'étais pas du tout préparé à ce moment, mais il était là, devant moi, ressemblant à quelqu'un à qui je pouvais m'identifier. C'était bouleversant. Il était gentil et poli, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'incertitude. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mon esprit, et je devais rester concentré. Chloé fut la première à faire remarquer la ressemblance du garçon avec moi. Elle m'a dit qu'il avait les yeux verts comme les miens et les cheveux bruns aussi. Elle a également mentionné que son sourire ressemblait exactement au mien. Elle n'a pas dit grand-chose d'autre,
mais je pouvais dire qu'elle pensait aux mêmes choses que moi. Était-ce vraiment mon fils? Les similitudes physiques rendaient difficile de l'ignorer, mais je ne pouvais pas prendre de décision uniquement basée sur l'apparence. Léa a commencé à me dire pourquoi elle m'avait contacté. Elle a clairement indiqué qu'elle ne demandait rien. Pas d'argent, pas de faveur, rien pour elle-même. Elle a dit que la raison pour laquelle elle m'avait contacté était parce qu'elle voulait que je sois impliqué dans l'éducation du garçon. Elle a expliqué que pendant longtemps, elle n'avait pas cru que je serais capable de gérer la paternité. À l'époque où nous étions ensemble, elle s'inquiétait de ma situation professionnelle et du fait que je n'avais pas un travail traditionnel de 9h à 17h. Elle ne pensait pas que j'étais prêt pour la responsabilité d'un enfant, surtout parce que je n'avais pas une carrière stable. Alors, elle a pris la décision d'élever l'enfant seule, pensant que c'était la meilleure chose à faire. Mais maintenant, elle a dit qu'après tout ce temps, elle pensait qu'il était important que je connaisse le garçon et que je fasse partie de sa vie. C'était beaucoup à assimiler. Je n'avais aucune idée de tout cela. Et maintenant, elle me demandait de devenir soudainement un père. J'étais confus et dépassé. Je ne savais pas comment gérer tout ce qu'elle venait de me dire. J'avais l'impression que toute ma vie changeait en un instant. Léa a continué en expliquant qu'elle avait l'habitude de faire des commentaires sarcastiques sur le fait que je n'avais pas d'emploi stable. Elle a dit qu'elle le regrettait et qu'elle réalisait maintenant qu'il n'était pas juste de me juger pour cela. Mais elle a aussi dit qu'à l'époque, elle ne pensait pas que je pouvais m'occuper d'un enfant, alors elle est partie et a décidé de l'élever seule. Elle croyait que c'était mieux pour le garçon. Mais avec le recul, elle regrettait de ne pas m'en avoir parlé plus tôt. Pour moi, cependant, ce raisonnement n'avait pas beaucoup de sens. Si elle pensait vraiment que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins, pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Pourquoi ne m'a-t-elle pas fait savoir qu'elle était enceinte pour que je puisse trouver une solution? Cela semblait être une énorme décision à prendre seule sans me consulter. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive, mais quelque chose dans son explication ne me convenait pas. J'ai dit à Léa que je voulais faire partie de la vie du garçon, mais avant de pouvoir m'engager pleinement, je devais être sûr. Je lui ai dit que j'aurais besoin d'un test de paternité pour confirmer s'il était vraiment mon fils. Je n'allais pas commencer la coparentalité ou m'impliquer dans sa vie sans en avoir la certitude. Léa a accepté sans hésitation. Elle a dit qu'elle était ouverte à l'idée et qu'elle organiserait le test. Nous avons terminé la réunion sur un accord. J'étais prêt à passer à l'étape suivante, mais le test de paternité était une partie nécessaire. C'était le seul moyen pour moi d'aller de l'avant avec certitude. Je ne voulais faire aucune promesse ni prendre aucune mesure sans être sûr que ce garçon était mon fils. Quand Chloé et moi avons quitté le parc, nous n'avons pas dit grand-chose au début. Nous assimilions toutes les deux ce qui venait de se passer. Je pouvais dire qu'elle se sentait toujours mal à l'aise avec tout ça. Elle ne faisait pas entièrement confiance à Léa, et je comprenais pourquoi. Le comportement passé de Léa ne lui donnait aucune raison de croire que cette situation était authentique. Chloé était solidaire, mais elle était aussi prudente, et j'appréciais son point de vue. Nous avons parlé davantage plus tard cette nuit-là. Chloé m'a demandé si je pensais vraiment que le garçon était le mien. Je ne savais pas. C'était difficile à dire avec certitude, mais la ressemblance était troublante. Je n'arrêtais pas de penser à la possibilité que le garçon soit mon fils, mais je ne pouvais pas non plus ignorer le fait que Léa m'avait caché cela pendant si longtemps. Je ne connaissais pas ses intentions ni si elle disait la vérité. C'était tout déroutant, et je ne savais pas quoi ressentir. Pour l'instant, nous attendons les résultats du test de paternité. J'y pense constamment, me demandant quelle est la bonne chose à faire. Si le test montre que le garçon est le mien, j'assumerai mes responsabilités. Je serai là pour lui, mais ce ne sera pas facile. Léa et moi avons beaucoup d'histoires, et je ne sais pas comment nous allons coparrainer. Je ne sais pas comment gérer la tension et la méfiance qui existent toujours entre nous. Mais s'il est mon fils, je ne peux pas l'ignorer. Je devrais faire de mon mieux pour lui, quoi qu'il arrive. Si le test montre qu'il n'est pas le mien, alors ce sera fini. L'histoire de Léa n'aura plus d'importance. J'aurai ma réponse et je pourrai passer à autre chose dans ma vie. Mais de toute façon, j'ai l'impression d'être coincé dans cette situation qui est hors de mon contrôle. Je continue de penser au garçon, cependant. Même s'il n'est pas le mien, je ressens de la compassion pour lui. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je devrais faire quelque chose, mais je dois aussi me protéger. S'il n'est pas le mien, je ne peux pas laisser Léa m'entraîner dans plus de complications. J'ai juste besoin de la vérité.
Une fois que les résultats seront là, je saurai quoi faire. Mais pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est attendre. Je vous tiendrai tous au courant quand j'aurai plus de réponses. Mise à jour 4. Les résultats sont tombés et j'ai découvert que l'enfant est le mien. Je pensais être prêt pour ça, mais honnêtement, je ne l'étais pas. J'ai eu l'impression que la vie venait de me jeter cette énorme responsabilité. Un enfant de 3 ans, quelqu'un dont je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à récemment. C'était accablant. J'avais toujours voulu être père. Mais cette situation n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Je n'ai pas pu me préparer, en rêver ou planifier. C'était inattendu. Et maintenant, je devais trouver comment être un père pour ce petit garçon. Il s'appelle Léo. Et même si je n'ai pas été là pour lui pendant les 3 premières années, je suis là maintenant. Je veux être impliqué dans sa vie pour rattraper le temps perdu. Il est difficile de savoir par où commencer, mais j'essaie de me concentrer sur la construction d'une relation avec lui, peu importe le temps que cela prendra. Je suis prêt à être le père qu'il mérite. Même si je n'ai pas toutes les réponses pour le moment, je veux qu'il se sente aimé, soutenu et pris en charge. Je sais que j'ai manqué beaucoup d'étapes importantes, mais je ne peux pas revenir en arrière et changer cela. Ce que je peux faire, c'est être présent maintenant et faire de mon mieux à l'avenir. Même avant la publication des résultats, j'ai rencontré Léo plusieurs fois. Je voulais juste mieux le connaître et passer du temps avec lui. Honnêtement, j'espérais vraiment qu'il était le mien. J'ai toujours voulu être père. Et même si je suis excité à l'idée de fonder une famille avec Chloé, rencontrer ce garçon m'a fait ressentir quelque chose de profond. Il était difficile d'ignorer la connexion que je ressentais. Je n'attendais pas à m'attacher si vite, mais il y avait quelque chose chez lui qui me donnait envie d'être là pour lui. Je sentais que je commençais à m'attacher à lui. Je sais que cela peut paraître étrange puisque je ne le connaissais pas avant, mais l'idée d'être père me semblait juste, surtout après l'avoir rencontré. Je ne pouvais pas simplement oublier le lien qui commençait déjà à se former entre nous. C'était beaucoup à gérer, mais j'ai senti que je devais essayer d'être là pour lui, peu importe ce que diraient les résultats.